Bienvenue à tous. À l'affiche, je vous emmène aujourd'hui dans un site unique au monde, situé en plein cœur de Paris, tout près de la Seine, l'Institut du monde arabe, véritable trait d'union entre Orient et Occident, fête ses 30 ans. Expos, concerts, débats, cours de langue. Plus de 800 000 visiteurs ont arpenté le lieu l'an dernier. Une fréquentation en hausse pour le premier ambassadeur des cultures arabes en France. Franchement top, super. Alors Lima, moi je suis une grande fan. C'est un lieu de culture. Cosmopolite. C'est une fenêtre entre la France et le Moyen-Orient. La cohésion et l'unité entre les pays arabes. Pour moi, c'est C'est une culture que personnellement je connais pas tant que ça. un endroit qui est en dehors de tous les clichés. Diversité et unité, ouais. Pour cet anniversaire, Lima propose une programmation renouvelée. On va en parler dans cette émission. Mais d'abord, voyons avec Laure Manin comment le bâtiment s'est refait une beauté, à commencer par ses célèbres moucharabiers, signés de l'architecte star Jean Nouvel. Voilà des années que leur balai mécanique était figé, comme grippé par le temps. Désormais, les emblématiques moucharabiers de l'Institut du monde arabe jouent à nouveau avec la lumière. Leur longue paralysie était devenue le symbole de la dégradation du bâtiment et leur remise en état indispensable. Il y avait notamment un problème au niveau de du choix entre guillemets des matériaux, puisque les technologies qui étaient à disposition il y a 30 ans ne sont pas celles d'aujourd'hui. On a fait notamment des gros progrès en termes de lubrification des matériaux et c'est par exemple un des éléments importants de cette restauration. Même cure de jouvence pour la bibliothèque. Une seconde vie rendue possible grâce aux dons de pays arabes comme le Qatar, le Koweït ou l'Arabie saoudite. Mais au quotidien, c'est l'État français qui finance ce site mi-culturel, mi-diplomatique. Voulu par Valéry Giscard d'Estaing, l'Institut du monde arabe a fait partie des grands chantiers de François Mitterrand, au même titre que la pyramide du Louvre ou la Bibliothèque nationale. Lima a été dessiné par Jean Nouvel, pensé comme un centre Pompidou du monde arabe pour assurer le rayonnement de ses cultures dans le monde, mais il a vieilli. Alors pour ses 30 ans, l'Institut veut se réinventer. L'idée de départ de l'Institut, c'est de proposer un pont entre le monde arabe et les autres civilisations. La mission est restée identique, sauf que le monde a changé. Mais ces violences ou les fanatismes ne doivent pas faire oublier que le monde arabe est un monde d'une richesse extraordinaire. L'histoire, le passé, la langue, mais aussi ça bouge un peu partout. La jeunesse elle-même invente, crée et va de l'avant. Concerts, conférences, projections, cours d'arabe, expositions phares comme celle sur les chrétiens d'Orient, l'Institut veut booster sa fréquentation. Et avec l'ouverture d'une antenne autonome à Tourcoing, dans le nord de la France, fin 2016, l'Institut du monde arabe donne un nouvel élan à sa mission. Pour célébrer ses 30 ans, l'Institut du monde arabe offre une carte blanche à Tahar Ben-Jelloun. Plus connu pour sa plume étincelante, couronné du prix Goncourt en 1987 pour La Nuit sacrée, l'écrivain franco-marocain est aussi artiste peintre. Il nous propose un univers coloré fait de peinture, écriture et porte toujours un regard attentif sur le monde arabe. Tahar Ben-Jelloun, qu'est-ce que l'Institut du monde arabe représente à vos yeux d'écrivains, de poètes, d'artistes franco-marocains? C'est un lieu fondamental à Paris, parce qu'il rassemble pas uniquement la culture francophone faite par les Arabes, mais aussi la culture arabe dans tout le monde arabe qui est là, dans toutes les expressions, la peinture, le livre, la musique, le cinéma. Donc c'est vraiment un centre culturel
qu'aucun pays arabe n'a pu avoir. L'Institut du monde arabe qui joue un rôle culturel mais aussi diplomatique. Que pensez-vous de ces deux dimensions ? Oh, le côté diplomatique, il est pour moi moins intéressant parce que si on devait attendre que les États arabes participent d'une manière plus efficace à ce qui se passe ici, on attendra longtemps. Il y a des États qui participent financièrement, d'autres qui ne participent pas, qui ne veulent pas payer, mais dans l'ensemble, la France a une grande part et c'est elle qui fait vraiment le vrai travail de beaucoup d'États arabes, ce qui fait que la France, elle rend service à la culture et au monde arabe, à l'imaginaire arabe. Justement, je voudrais qu'on parle de votre dernier ouvrage, Un pays sur les nerfs, qui est un recueil des textes publiés dans la revue Le 1. Vous revenez sur le Coran et ses dévoiements par les extrémistes. Vous pensez qu'on peut inverser le cours des choses aussi par la culture ? Mais bien sûr, la culture, c'est la seule arme que nous avons. La culture, c'est l'expression qui nous permet de remettre les choses à leur place, de redonner la place à la vérité, parce qu'il y a beaucoup de détournements des textes coraniques, des textes islamiques, et c'est des détournements politiques vers des choses horribles, vers le meurtre, vers l'assassinat, vers ce que tout l'islam condamne. Et alors, évidemment, c'est le rôle des intellectuels de répondre et de rectifier cette vision horrible que des assassins donnent de la culture musulmane et de la religion musulmane. L'islam, vous avez beaucoup écrit sur cette religion. Est-ce que vous avez l'impression que ce message de tolérance arrive à passer, à convaincre dans un monde arabe bouleversé ? Vous savez, moi, quand j'écris, je ne cherche pas à savoir si ça va passer. Le principal, c'est de l'écrire et d'aller dans les écoles et en parler aux enfants. Après, ce que les enfants ou les jeunes vont faire de ce message, c'est autre chose. Mais il faut le faire. Il ne faut pas se taire. Il ne faut pas croiser les bras et dire « bon, c'est plus fort que nous ». Parlons de votre carte blanche ici, dans les murs de l'Institut du monde arabe. Vous l'avez intitulée « J'essaie de peindre la lumière du monde ». Comment décririez-vous vos toiles ? C'est un peu le contraire de ce que j'écris. J'écris sur la solitude, sur l'immigration, sur le racisme, sur des choses tristes. Et je sais que le monde n'est pas que tristesse, il est aussi joie et lumière. Et j'essaie de rejoindre cette lumière par une peinture heureuse, printanière. Si je peux faire du bien aux gens quand ils vont regarder mes toiles qui sont d'une féerie de couleurs et de joie, je serai très heureux. Le dessin, c'est arrivé quand dans votre vie ? J'ai commencé à dessiner avant d'apprendre à écrire. J'ai toujours dessiné. Je racontais des histoires. J'aurais pu faire la BD, mais je ne l'ai pas fait. Je racontais des histoires avec des dessins parce que je n'avais pas les mots entre les mains. Et aujourd'hui, quelle est la place de la peinture, de la littérature dans vos travaux ? J'alterne un peu, je vais de l'un à l'autre. Là, bientôt, en février, j'ai publié un récit dramatique qui s'appelle « La punition » sur mon séjour dans un camp disciplinaire de l'armée quand j'avais 20 ans. Donc, c'est pas très gai, c'est triste. Et en même temps, j'ai cette exposition magnifique. Magnifique. Le fait d'exposer est magnifique parce que je remercie vraiment Jacques Lang et l'Institut du monde arabe de m'accueillir. Merci beaucoup, Tahar Benjeloun. Merci à vous. Merci. Un autre regard sur le monde arabe contemporain, loin des clichés, il y a la photographie. Un parcours est proposé à travers 8 lieux de culture parisiens. Julien Sauvager est allé à la rencontre des photographes dont les travaux sont exposés à l'Institut du monde arabe. Dans un monde arabe bouleversé par les révolutions, l'art est en ébullition. Le temps s'est subitement accéléré, attisant la curiosité des artistes étrangers et donnant aux artistes locaux les moyens de s'exprimer. L'image réelle de ces pays, peut-être pour l'Occident, c'est une image nouvelle parce qu'on n'a pas l'habitude en fait de montrer ce genre de travaux quand on parle en fait des pays arabes. J'ai été hyper étonnée, j'étais hyper surprise, très contente en fait de découvrir ce visage du Caire, ce visage de Jeddah.
Un visage pour des histoires, comme celle de ces jeunes filles qui deviennent femmes sur ces diptyques espacés de quelques années. C'est en voyant ses propres filles grandir que Rania a voulu montrer cette transformation, cette mue de l'enfance à l'âge adulte, qui ne connaît ni frontières ni culture. Je photographie les filles un peu aux États-Unis et au Liban et dans les camps de réfugiés. Et il y a cette continuité. Il y a certaines filles, on ne peut pas savoir si c'est photographié à l'Ouest ou au Moyen-Orient. Et ça, c'est important finalement. L'image de l'homme est aussi questionnée dans cette exposition. Ce qui est visible dans la rue, dans la société, est souvent bien différent de ce qu'il est possible de découvrir dans l'intimité. Au départ d'une simple question qui sont les hommes, finalement, on commence à se rendre compte qu'on travaille sur le concept du genre, sur celui de la masculinité, sur celui, dans ce cas particulier, d'un regard de femme sur les hommes, qui est quelque chose d'encore plus particulier. Finalement, c'est un travail sur qu'est-ce que la liberté ? Une liberté qui se voit enfin à travers ses visages, à travers ses photographies, d'un monde en pleine mutation, loin des clichés. Autre exposition phare à ne pas manquer, Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire, des chefs-d'œuvre du patrimoine chrétien venus du monde entier et parfois jamais montrés en Europe sont exposés ici à l'Institut du monde arabe. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci de votre attention et je vous dis à très vite. Joyeux anniversaire Lima. En arabe, tu me dis quand on y va. سعيدة يا إما. أكيد ها. سنة حلوة يا جميل. Qu'est-ce qu'on dit? Joyeux anniversaire. عيد ميلاد سعيد لما. Ok. عيد ميلاد سعيد. Obrigado.